La presse notamment, mais les institutions aussi. Alors, petit rappel en images avant de débattre, petit rappel en images de la situation de ce qu'on appelle en langage technocratique en France les zones urbaines sensibles. Les banlieues, le casse-tête des gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. 4 millions de Français vivent dans ce que l'État a appelé les US, les zones urbaines sensibles. Le rapport annuel de l'Observatoire national des US a été publié début décembre et le constat n'a rien de réjouissant. Première déception, l'emploi. En 2008, 16,9% des habitants des US étaient au chômage, c'est 2 fois plus que dans le reste du pays. Les jeunes des banlieues sont particulièrement touchés. Près de la moitié des hommes de moins de 25 ans sont sans emploi. Conséquence du chômage, la pauvreté. En 2007, 1 habitant sur 3 des US vivait en dessous du seuil de pauvreté. C'est beaucoup plus que dans le reste du territoire. Des statistiques qui ne risquent pas de s'améliorer en 2009, de l'aveu même de Fadela Amara, la madame banlieue du gouvernement Fillon. Je veux dire que la crise est passée par là, qu'on ne se fasse pas d'illusions. Les chômeurs qu'on a licenciés dans les entreprises, ils habitent mes quartiers. Les gamins les gosses qui sont en situation d'échec scolaire, ils habitent mes quartiers. Des quartiers souvent oubliés des politiques, mais aussi des Français. Pour l'instant, rentrez chez vous, vous pouvez être blessé là. En novembre 2005, la cocotte minute explose. La mort de 2 jeunes électrocutés alors qu'ils échappaient à un contrôle de police embrase les banlieues parisiennes. Sur les écrans de télévision du monde entier, des voitures brûlées, des jeunes cagoulés qui jettent des pierres aux forces de l'ordre, l'état d'urgence est déclaré. Une fois le calme revenu, vient le temps des questions. Chômage, éducation, discrimination, immigration, Nicolas Sarkozy apporte ses réponses en février 2008. 1 millier de personnes sont invitées à l'Élysée pour l'annonce du plan banlieue. Et il demande à tous de s'impliquer dans ce projet. Mais pour ça, il faudra se lever tôt le matin. Vous le voyez bien, beaucoup plus de sévérité pour ceux qui la méritent. Il y a un effort sans précédent pour donner une formation, un apprentissage, un emploi à tous les jeunes de nos quartiers. 1 an et demi plus tard, les investissements de l'État sont là, mais pas forcément les résultats. Du coup, politiques et journalistes s'interrogent. Qu'a-t-on trop négligé? Le côté social, le côté racial? Ces mêmes questions que tout le monde se posait déjà en 2005. Et ces mêmes questions se les posaient aussi en 90, en 80, en 70, Didier Lapeyronie. On se les posait au moins déjà en 81 au moment des événements des Minguettes, des émeutes, et déjà en 90 de manière encore plus ferme. Les Minguettes, c'est Marseille. Non, les Minguettes, c'est la banlieue lyonnaise. C'est la banlieue lyonnaise. C'est les premières émeutes, disons officielles, si je peux employer ce terme-là, qui ont marqué l'actualité, qui ont marqué l'irruption des banlieues dans le paysage politique. Et ensuite, celles qui sont la série d'émeutes qu'il y a eu à partir de 1990, notamment octobre 90, si mes souvenirs sont exacts, à Vaux-en-Velin. Est-ce qu'il y a un point commun d'ailleurs dans le déclenchement systématique de ces violences? C'est un affrontement avec la police, la mort d'un jeune? C'est toujours une bavure policière ou un incident avec la police qui déclenche, disons, une série d'émeutes et qui peuvent se propager. Alors comment en 2005, qui ont été étendues à tout le territoire national, c'est un peu particulier, mais en règle générale qui dure plusieurs jours. Jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre, mais c'est pratiquement systématiquement un incident avec la police, et souvent la mort de quelqu'un, soit si vous prenez à Laval, par exemple, quelqu'un qui avait été tué dans un commissariat, il y a eu des émeutes comme ça à Montauban, il y en a eu il n'y a pas très longtemps à Vitry-le-François. C'est toujours le même scénario, c'est même très rituel d'une certaine manière, c'est toujours le même scénario autour d'un incident avec la police. Alors on a titré ce débat des banlieues à la dérive avec un point d'interrogation. Est-ce que c'est vous, sociologue, qui avez passé pour ce livre dont je parlais tout à l'heure de longs mois dans une banlieue, c'est pas une banlieue de grande ville d'ailleurs, enfin de ni de Paris, ni de Lyon, ni de Marseille. Est-ce que c'est votre sentiment, est-ce que c'est votre constat? Ces banlieues sont à la dérive aujourd'hui? J'aime pas la généralisation à la dérive. Je pense qu'il y a d'abord des situations extrêmement différentes en fonction des quartiers, en fonction des villes. Si j'ai travaillé longuement dans une ville de province, c'est que les petites villes de province, contrairement à ce qu'on pense, sont souvent marquées par des situations plus difficiles que les grandes villes comme Paris ou Lyon, parce que la participation urbaine y est plus faible, parce que le niveau d'emploi y est plus faible, le taux de pauvreté est aussi plus marqué, et souvent la ségrégation raciale est extrêmement nette, alors qu'à Paris ou à Lyon, il y a encore un niveau de participation urbaine. Donc j'avais décidé de travailler dans ce type de ville. Cela dit, les situations entre les quartiers sont assez différentes. Et c'est difficile de dire que c'est généralisable. Mais j'ajoute
que les derniers chiffres qui nous sont donnés sur l'ensemble des US sont des chiffres plutôt... Zone urbaine sensible. Sensible, c'est le rapport officiel qui a été donné, montre que les choses n'ont pas bougé ou pratiquement pas bougé du point de vue de tous les chiffres qui ont été avancés depuis 2003. Et c'est des chiffres, il faut le rappeler, les chiffres qui nous sont donnés sont des chiffres de 2008, c'est-à-dire avant la crise. Donc, oui, la crise qui va sans doute avoir considérablement aggravé les choses, évidemment, avec le chômage notamment. Avec le chômage qui touche notamment les entreprises d'intérim et tout ça, c'est évident que la situation ne va pas s'améliorer et ne s'améliore pas. Sur le constat, Caroline Fourest et Erwan Routy, est-ce que vous partagez ce sentiment qu'il y a une aggravation des choses en banlieue aujourd'hui? Mais ce qui s'aggrave, c'est pas les banlieues, ce sont les inégalités. Je veux dire, on est dans un creusement des inégalités sociales dans ce pays et dans d'autres, mais dans ce pays particulièrement depuis, c'est assez ancien, mais depuis déjà plus d'une décennie, qui ne fait que s'accentuer. Donc logiquement, quand vous avez ce creusement des inégalités qui en plus se répercute beaucoup sur le logement. Aujourd'hui, vraiment, le logement est un des problèmes majeurs de notre pays. Et donc forcément, si le logement devient inaccessible, ça veut dire que les classes populaires sont de plus en plus concentrées dans des quartiers où ils sont de moins en moins mélangés à des classes moyennes qui ont fui ces zones de relégation au niveau du logement. Et donc c'est logique que si des classes pauvres sont concentrées du fait parce qu'il y a une ségrégation en termes d'accès au logement. La clé, c'est le logement. La clé, c'est le logement. Parce que ce que je voudrais, c'est peut-être qu'on revienne sur l'histoire de ces banlieues. Je le disais en préambule. Au départ, ça part d'une bonne idée, c'est-à-dire d'offrir à des gens qui sont mal ou pas logés du tout. Et je rappelais que à Nanterre, dans les années 60, et l'abbé Pierre, qui est mort depuis, mais il a fait une grande partie de sa carrière, il y avait des bidonvilles. Et donc, on a construit avec des politiques assez volontaristes. Ces grands ensembles, c'était une erreur aujourd'hui? Non, moi je crois pas que l'erreur c'était pas de passer des bidonvilles à des grands ensembles. Ce qui a changé, c'est qu'avant ces grands ensembles, c'était des zones de transit. On y passait dans une période de sa vie, et puis la génération d'après essayait de s'élever d'un cran et pouvait éventuellement en sortir. Or aujourd'hui, si ces grands ensembles, c'est un point d'arrivée final sur plusieurs générations, où on a, comme on l'a vu, plus de la moitié, notamment des jeunes qui travaillent, des jeunes garçons qui sont dans ces quartiers, qui sont au chômage, c'est logique qu'à un moment donné, tout se concentre et que ça finisse par former une cocotte minute. Alors, votre constat, Erwan Routy? De fait, il faut aussi remarquer qu'effectivement, un certain nombre de gens qui sont passés par ces grands ensembles en sont sortis. Une partie de la classe ouvrière qui est passée par ces grands ensembles a connu une certaine ascension sociale et est partie vers des zones pavillonnaires. Donc, il y a effectivement, ces quartiers-là sont devenus des zones de relégation pour une large partie de la population qui y vit et qui n'arrive pas à en sortir, et plus ça va, moins ça va. Mais c'est en particulier tout ce qui est effectivement de l'immigration depuis les années 70 qui, elle, est victime d'un certain nombre de phénomènes d'exclusion, de discrimination au logement en particulier, plus les phénomènes économiques, effectivement, d'appauvrissement dû à la crise sociale qui frappe la France depuis maintenant une trentaine d'années, globalement. Et donc, c'est des phénomènes extrêmement complexes. Mais juste un petit mot quand même sur le titre de ce débat, les banlieues à la dérive. Je pense que globalement, il y a peut-être besoin de décentrer un petit peu le point de vue. À mon sens, c'est quand même la société française qui est à la dérive. C'est effectivement l'ensemble. Les banlieues étant les banlieues, c'est l'abcès de fixation d'un malaise beaucoup plus général. On l'a vu, s'il y a eu d'une certaine manière un Le Pen de second tour en 2002. S'il y a eu, d'une certaine manière, un rejet du référendum sur la Constitution européenne un petit peu plus tard, s'il y a eu plus de 300 cités qui ont flambé en 2005, c'est globalement parce qu'on peut dire que les gens qui habitent dans un certain nombre de quartiers populaires en France, banlieue ou pas banlieue, ne se sentent plus représentés ni par des partis politiques, ni par des syndicats, ni par la presse, ni par qui que ce soit. Et donc il y a une fracture effectivement très importante de l'ensemble de la société française entre un certain nombre de gens anciennement employés, ouvriers, etc., précarisés, et le reste de la société. Didier Lapeyronny, votre constat est le même, c'est-à-dire que c'est la société dans son ensemble qui est en crise et ça se manifeste particulièrement dans les banlieues? Je dirais oui et non. Je pense que, je suis d'accord avec vous deux. C'est-à-dire qu'il me semble que les inégalités se creusent et en même temps, la société française, surtout depuis 2001, est une société qui s'est énormément fermée sur elle-même. Vous venez de rappeler tout ça. Et ça se voit aujourd'hui, les débats que nous avons aujourd'hui, la chasse aux immigrés, la fermeture, l'hostilité que nous montrons, la xénophobie. Ce type de choses est extrêmement marqué aujourd'hui. Et si vous vous rappelez le climat social en 98, disons, le climat social aujourd'hui,
aujourd'hui. Le sentiment quand on revient dans ce pays, c'est quand même d'une fermeture extrêmement forte. Et tout ça retentit évidemment sur le monde de la banlieue. Mais je pense qu'il y a quand même un problème spécifique ou un problème plus particulier qui est le problème à la fois de la concentration, de la discrimination.